J'ai adopté mon premier chat, Scotty, à mes 19 ans, quand j'ai quitté la maison pour mes études supérieures. Je pensais que c'était simple d'avoir un chat, une gamelle, une litière, des câlins, quelques jouets, et puis j'ai grandi avec des animaux toute ma vie. Mais il y a vite beaucoup de questions qui sont arrivées. Pourquoi elle miaule autant la nuit? Est-ce qu'elle s'ennuie? Est-ce qu'elle est bien chez moi? Et est-ce que je fais ce qu'il faut? Tout simplement. Parfois, on se retrouve face à des comportements qu'on ne comprend pas du tout. Les pipis en dehors de la litière, les griffes sur le canapé et les tapis, les attaques de la main en plein câlin. Bref, on culpabilise, on doute et on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un épisode pour nous, les 4 parents. Qu'on soit tout juste adoptant ou qu'on vive avec un chat depuis des années. Parce que vivre avec un chat, c'est pas juste avoir un animal chez soi. C'est apprendre à connaître un être à part entière, avec ses besoins, ses envies, sa personnalité, et ça demande parfois de revoir beaucoup d'idées reçues. Alors pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité aujourd'hui une experte incroyable qui s'appelle Marion Ruffier. Elle est comportementaliste félin depuis plus de 10 ans, fondatrice du site Absolument Chat. Autrice, conférencière, elle partage son savoir avec beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup d'humour et de passion, notamment dans son podcast Lâcher les chats. Dans cet épisode, on va parler de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie avec un chat. Comment bien l'accueillir, quels sont les vrais besoins de notre chat, comment éviter les erreurs classiques et surtout, comment construire une relation unique et complice avec lui. Alors, installez-vous bien, l'épisode va commencer. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de pros qui nous font découvrir toutes les pratiques, astuces et solutions concrètes qui font du bien à nos poilus. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos compagnons. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Hello Marion, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Alors, je te laisse te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Mais déjà, merci beaucoup Romane de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir d'être là. Moi, je m'appelle Marion Ruffier, je suis comportementaliste spécialiste du chat. Je suis autrice, consultante pour les médias et j'écris plein de livres, j'écris des articles, je fais des vidéos, des podcasts, Lâcher les chats. J'adore la relation avec le chat. J'adore mettre le focus sur la relation entre l'animal et l'humain. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à être comportementaliste félin? Combien de temps on a? Tout le temps que tu veux. En fait, c'est un peu un hasard, je dirais, parce que à la base, donc moi j'étais comédienne. Et puis il y a eu un moment où j'ai été famille d'accueil, j'ai adopté mon deuxième chat parce que j'étais famille d'accueil pour une association. Et puis à force d'être auprès des chats, des chatons, je me suis dit oh là là, je prends plus de plaisir à être avec les chats qu'à faire mon boulot de comédienne. Ok. Donc de là, je me suis dit peut-être que je pourrais reprendre des études, mais quoi, vétérinaire, bon, c'était mort, c'est sûr. Je suis pas capable de faire une piqûre à un chat, donc je me suis dit une piqûre, un vaccin, le sang et tout, c'était pas possible. Assistante veto, je me le sentais pas non plus. Et puis je suis tombée par hasard ou par synchronicité sur une émission sur YouTube qui s'appelait My Cat from Hell. Avec Jackson Galaxy. Okay. Et donc là, je me suis dit, waouh, c'est un métier. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, c'est un métier. Donc, j'ai cherché en France s'il y avait ça aussi. Et donc, j'ai trouvé une école sur Strasbourg. Et donc, je me suis dit, je me lance. J'ai adoré mes études. J'étais au taquet. Et en fait, c'est allé très, très vite. Dans le même laps de temps, j'avais commencé à faire mon site absolumentchat.com pour donner des petits conseils de famille d'accueil. Des petits trucs comme ça. Et donc, très rapidement, quand après j'étais certifiée, ça a vrillé parce que forcément, il y avait plein de choses que je savais, mais plein de choses que je ne savais pas. Ouais. Donc, ça m'a permis d'affiner, de corriger les bêtises que je pouvais dire, enfin voilà, et de partir vraiment sur un site
pro sérieux avec plein de conseils, vraiment pas les trucs de Tata Micheline, voilà, ou la voisine de machin, voilà, mais des trucs vraiment sérieux parce que ça s'appuie quand même sur l'éthologie. Et oui. Donc c'est pas, voilà, ça sort pas du chapeau, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'éthologie? Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas? Alors l'éthologie, c'est l'étude du comportement. Ça peut être d'ailleurs comportement aussi humain ou animal. En fait, on va aller voir, on va chercher tout le répertoire de tous les comportements stables d'une espèce. Et donc, moi, dans mon cas, j'ai étudié l'éthogramme félin. Donc, les bases sur l'éthologie, je trouve ça passionnant, l'éthologie. Et l'éthogramme félin, donc voilà, c'est le répertoire de tous les comportements propres à l'espèce féline. Donc, les comportementalistes se basent sur l'éthologie, sur des études éthologiques pour pratiquer leur métier. Exactement. Ok. Comment on devient du coup comportementaliste? Est-ce que c'est des formations? C'est une école? C'est quoi? Comment on devient comportementaliste? Alors concrètement, il y a aucune obligation d'avoir fait des études pour se proclamer comportementaliste. Et c'est dommage. C'est dommage parce que finalement n'importe qui justement va se dire moi j'ai eu des chats toute ma vie, oui. Donc je sais faire, donc machin, et donc voilà, à mon sens c'est pas du tout la bonne formule. Il faut vraiment faire une formation sérieuse avec des personnes dont c'est le métier, qui ont appris, qui continuent d'apprendre, parce qu'on peut être surpris et apprendre plein de choses. Oui, et puis c'est un métier émergent en soi. Tout le monde ne connaît pas encore ce métier ou n'a pas recours à un comportementaliste félin. Ouais. Ou même canin, ça existe aussi sur tout type d'animaux en fait. Il y a des gens qui pourraient avoir des doutes, se dire est-ce que c'est vraiment quelque chose de fiable? Tu vois, il y a des choses qui peuvent se dire comme ça sur ce métier qui est pas encore super connu comme le métier d'ostéopathe qui déjà est plus ou éducateur pour le coup. Ouais. Le métier d'éducateur là, c'est déjà bien. Et c'est vrai que c'est plus connu sur le chien en éducateur. Les ostéos, je pense qu'ils ont dû avoir aussi leur lot Au début, c'était... de critiques. Et comportementalistes. Donc moi, ça fait 11 ans. Et à l'époque, ça existait, hein, ma prof, à l'époque, elle avait déjà 8 ans de bouteille. Mais c'était donc vraiment pas connu. Moi-même, il y a 10 ans, c'était encore vraiment pas connu. Ça commence à être de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en fait. Donc ça c'est bien parce que plus on est nombreux, plus ça soit un peu d'autorité pour ce métier-là. Mais c'est vrai que même moi au sein de ma famille, hein, j'ai pu me prendre des réflexions en me disant genre c'est le bon plan, hein, le chat, hein, ça rapporte. Enfin, non, non, c'est pas l'objectif du truc. Et c'est à force, même dans la famille ou dans l'entourage, quand ils ont vu que j'avais commencé à publier des livres, à passer à la télé ou quoi, ils ont commencé à se dire c'est peut-être sérieux. Ouais. J'ai dit c'est sérieux en fait. C'est pas. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui vont dire c'est un truc de psy, c'est des psys pour chats, c'est pour les gens friqués qui savent pas quoi faire de leur argent. Enfin, il y a un petit peu tout. Mais voilà, je suis plutôt confiante parce que je vois de plus en plus de personnes formées qui font ça bien, qui transmettent des bons messages, et donc voilà, c'est un vrai métier en fait, mais qui s'apprend vraiment. Et oui, et c'est bien de le souligner. Ouais. Comment on doit accueillir un chat chez soi? Qu'est-ce qu'on doit penser avant d'accueillir son premier ou son deuxième chat? Je pense que c'est 2 questions différentes. Elles se suivent quand même en tout cas parce que je pense que surtout aujourd'hui, il y a je pense une question importante à se poser, c'est est-ce que j'ai le budget? Parce que malheureusement, il y a eu plein d'abandons dans des conditions, parce que les gens se disaient j'ai plus de quoi nourrir mon animal, je peux plus subvenir à ses besoins, donc et les soins vétérinaires, c'est une vraie question. Est-ce que j'ai le budget pour m'en occuper? Est-ce que j'ai le temps de m'en occuper aussi? Est-ce que je suis toujours en voyage à droite à gauche? Parce que il y a des personnes comme ça qui peuvent se dire moi je suis tout le temps en voyage, mais quand je rentre j'aime bien voir mon chat. Oui, mais lui, en attendant, il passe sa vie tout seul, donc ou avec un cat-sitter qui passe, mais comment construire une vraie relation? Donc c'est aussi se poser cette question, est-ce que j'ai du temps à lui consacrer? Est-ce que, à mon sens, une des questions aussi, c'est est-ce que je suis capable de lâcher prise? Par exemple, notamment quand on adopte un chaton, il peut faire plein de bêtises. Donc est-ce que c'est ok que il laisse des poils? Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas que le chat laisse des poils sur le canapé. Et dans ce cas-là, on dit c'est dommage d'avoir adopté un chat. C'est comme ne pas supporter un aboiement quand on adopte un chien. Mais ça fait partie du package, quoi. Donc voilà. Donc c'est se poser toutes ces questions. Est-ce que je suis prêt à ça, quoi?
Et pour un deuxième chat ou un troisième, c'est aussi est-ce que mon chat est prêt à ça ou pas? Ok. Est-ce que ça lui convient? Est-ce qu'il sera fait pour vivre, partager sa vie avec un autre petit Comment on le compagnon? sait, ça? Alors après, et parfois je peux me tromper aussi. Moi, je sais qu'en consultation, j'arrive à cerner. Au Ok. fur et à mesure, je me dis, lui, de toutes les infos que je peux avoir, parce que c'est une vraie enquête, hein, une Mhm. consultation, c'est une enquête. Je me dis, lui, il serait peut-être, souvent je dis, il serait bon candidat pour avoir un petit pote. C'est souvent mon mot. Mais en ce moment, j'héberge en pension une chatte qui doit avoir 4 ans. C'est compliqué. On l'a encore pour 1 semaine et on l'a eu pour 3 semaines. Et elle est pas du tout heureuse Ok. parce que clairement, elle aime pas les autres chats. Toute seule, ce serait un ange. Avec nous, Dur, enfin dur. avec l'humain, c'est ok, mais avec mes 2 chats, c'est compliqué, surtout avec Chifou. Et je vois que Chifou aussi, pour le coup, plus que Willow, qu'il est perturbé par ça. Il est pas bien. Ça fait 3 semaines il est pas bien, quoi. Ça lui Ok. convient pas. Donc, en même temps, bon, c'est très bien. Je sais que c'est pas permanent en ce qui me concerne. Donc, je me dis, bon, je dépanne ma belle-sœur. Mais je sais que je réadopterai Ouais. pas un troisième chat pour pas D'accord. perturber l'équilibre. Que maintenant, Chifou, il va avoir 11 ans. Donc aussi, plus le chat vieillit, plus il faut faire attention. Mm. Euh, Même quand j'ai adopté Willow, je me disais, est-ce que ça va aller? Parce qu'il est Ouais. plus vieux. Et bon, ça a été un coup de foudre entre les deux, donc c'est Ah, super. trop Ça, bien. c'était très beau. Mais voilà, il faut toujours se poser ces questions. Est-ce que il est prêt? Si on sait que le chat, il aime pas vivre avec les autres chats, est-ce qu'on tient vraiment Ouais. à lui rajouter ça et à se rajouter ça? Parce qu'il faut être hyper Ouais. patient. Moi, je vois que là, Ouais. ça me demande beaucoup de temps, d'engagement, de self-control. Ouais, oui. Enfin, de me dire, allez, c'est ok, il faut être patient, il faut être patient. Quand c'est son propre chat, faut être encore plus patient que ça. Moi, je sais que dans 1 semaine, Mm. elle va rejoindre sa maison à elle. Je sais déjà qu'elle sera mieux, mais Toi aussi. moi, je serai mieux, mes chats seront mieux. Mais si c'était ma chatte que j'avais adoptée, Mm. ben, je serais en train de me dire, allez, sois encore patiente. Peut-être qu'il va encore falloir 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est long. Ah ouais. Donc, il faut être prêt à se dire, c'est bon, je peux gérer ça, quoi. Puis est-ce que j'ai l'espace aussi? On peut en parler aussi de Mhm. l'espace, parce que parfois, si on a une grande maison avec un jardin, bon, bah, les chats peuvent faire leur vie plus facilement, mais si j'ai un petit espace, est-ce que c'est ok? Parce qu'il va falloir que je rajoute une litière, il va falloir que je rajoute des points d'eau. Donc c'est pas des décisions qu'on prend à la légère. Ok. Le comportementaliste, là-dessus, il peut nous aider. Oui. Comme tu l'expliques, Mm. c'est toi qui vas pouvoir aussi voir si le chat, il est potentiellement ok avec un deuxième Ouais, et comment on adapte en fait cette transition avec un nouveau chat. complètement. Est-ce que tu aurais des conseils sur le choix du futur compagnon, que ce soit un chat adulte, un chaton, qu'il vienne d'élevage ou de refuge? Est-ce que tu as des tips comme ça, des conseils? Alors, soit c'est du coup de cœur et enfin, ça se passe comme ça, c'est la vie. Ouais. Soit il y a vraiment des choses à penser avant d'adopter en fonction de la typologie du chat. Alors c'est vrai que quand c'est un vrai coup de cœur et qu'il y a, alors là on n'est plus dans le scientifique, hein. Mais on se dit, ok, il y a une évidence, c'est comme ça, c'est ce chat et tout. Bon bah là j'ai envie de dire, entre guillemets, on se pose pas de questions parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Mhm. Mais quand on hésite, enfin surtout moi je dis attention pour les chats d'élevage ou chatons d'élevage, juste, enfin c'est ok, j'ai aucun souci là-dessus. C'est juste garder à l'esprit que c'est un chat. Donc c'est pas parce que c'est un chat de race qu'il a pas les mêmes besoins qu'un chat de gouttière. Et souvent on se dit les chats de gouttière c'est plus compliqué. Et il y a des personnes qui adoptent un chat de race en se disant ça va être facile parce que il y a plein d'éleveurs qui font un super boulot de familiarisation, plein de choses. Mm. Donc comme l'humain parfois se dit ça va être facile, il fait plein de boulettes à côté. Et là, le chat Mm. a des problèmes de comportement. Moi, j'ai eu plein de fois des personnes qui m'ont dit ah bah j'ai adopté un persan parce que c'est tranquille et puis moi j'ai pas le temps de le faire jouer. Ah oui, mais il a quand même besoin de jouer, ça reste un chat. Ou j'ai pris tel chat parce qu'il miaule pas et lui il miaule. Bah oui, parce que on n'est pas Dieu quoi. Chaque chat a son caractère, enfin voilà, c'est donc il faut pas oublier que ça reste un chat. Après, le côté chaton, ben c'est ce que j'ai aussi, être prêt un peu aux bêtises. Il est Ouais. en train d'apprendre la vie, donc oui, il peut faire du bazar, il peut y avoir ce qu'on appelle bêtises.
Et après, le chat adulte, bah, ça peut être aussi qu'est-ce qu'il a vécu comme trauma. Donc pareil, est-ce que je suis prêt à prendre le temps, à être patient. Pour rebondir par exemple sur Suki que j'héberge actuellement, je l'ai toujours pas caressée. Parce que elle est tellement à cran qu'elle est dans son coin. Donc je la laisse tranquille. Donc à chaque fois je passe à côté d'elle et je lui dis coucou, ça va, machin. Enfin voilà, je lui parle. Elle dort souvent sur ma tête. Il y a quand même de la proximité avec elle. Oui, il y a quand même cette proximité, mais elle est très réactive. Comme elle est très à cran dès qu'elle voit Shifu, elle peut facilement donner des coups de patte. Donc en fait, j'y vais pas. Et d'ailleurs, c'est que depuis hier, j'ai fait une petite méditation le soir et du coup, elle est venue et elle a commencé à se frotter. Donc je me dis OK, elle commence un peu à se frotter, mais je laisse juste ma main comme ça. Elle se frotte et je cherche pas à en faire plus. Par exemple, mon mari il cherche à en faire plus et en fait, il fait 1, 2 et elle lui met un coup de patte. Alors moi, finalement, je laisse traîner un peu la main et elle se frotte et je me dis OK, prends ce moment-là. Habitue-toi et ça se passe bien. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est très frustrant. Donc voilà, il y a des chats selon leur passé. Et puis là encore, elle a pas eu un passé de maltraitance ou quoi, mais il y a des chats qui peuvent être vraiment traumatisés. Donc il faut prendre le temps, quoi. C'est quelque chose... Enfin, tu accompagnes des personnes, des familles là-dessus sur la transition, même quand c'est un animal qui a vécu des choses assez compliquées. Dans son passé qu'on connaît pas parce que par exemple il vient de refuges, d'associations. Souvent en fait, parce que souvent je parlais que de moi, mais je pense que pour beaucoup de comportementalistes c'est ça, on peut être appelé pour un problème, par exemple il fait pipi sur le canapé, donc on est appelé pour ça à la base, mais comme on fait le point sur aussi son histoire, le passé, ça nous permet d'avoir la lumière sur pourquoi il en arrive là, qu'est-ce qui déclenche son stress. Alors soit la personne connaît le passé, soit elle connaît pas le passé, mais ça nous permet aussi de lui expliquer voilà pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'il soit moins stressé, qu'il prenne confiance. Donc en fait souvent on est appelé pour un problème et c'est tout le reste derrière qu'on va gérer. C'est pour ça que c'est long, c'est pas juste mettez un bac à litière là et puis c'est bon. Ça va beaucoup plus loin. Et on entend souvent dire qu'il faut attendre 3 mois, que le chaton ait 3 mois avant qu'il soit dans sa nouvelle famille, donc sa famille adoptive humaine. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui adoptent les chats très jeunes. Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il faut le laisser un maximum de temps avec sa maman? Il faut le laisser un maximum de temps avec sa maman. Ok. Ouais. Enfin, le maximum, c'est vraiment, c'est jusqu'à 3 mois. Parce que souvent, on dit que le chat est sevré. Enfin, moi, il y en a qui me disent, mais c'est bon, j'ai adopté 1 mois et demi ou 2 mois, mais c'est bon, il était sevré. Non, il n'était pas sevré, en fait. Il était peut-être sevré du point de vue alimentaire. Ok, il mange des croquettes, mais il y a des chatons qui mangent des croquettes à 1 mois, mais ils continuent de téter leur maman, en fait. Donc, la mère va se détacher progressivement de ses petits à partir de 2 mois, 2 mois et demi, et encore, ça dépend des mamans aussi. Mais actuellement, j'ai une formation pour des éleveurs, et il y a beaucoup d'éleveurs qui m'ont dit elle fait les tétés jusqu'au bout du bout, quoi. Même si c'est plus espacé, si le chaton il vient téter. Et en fait, le détachement se fait naturellement comme ça. Et en fait, ce qu'on appelle le sevrage affectif et éducatif. Ce qui fait que le chaton, s'il a bien ce détachement progressif, il va généralement être plus équilibré, avoir une meilleure gestion émotionnelle, des meilleures capacités d'adaptation, alors que très souvent, quand il y a des soucis de comportement, on remarque que c'est un chat qui n'a pas été sevré jusqu'au bout. Et alors, légalement, on dit que c'est 8 semaines. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y en a plein qui ne se posent pas de questions. Mais quand même, pour le bien-être du chat, c'est bien d'attendre 3 mois. Ok, donc le sevrage, c'est pas que la croquette. Ce n'est pas défini par la croquette. Non, c'est bien plus que ça. Donc d'ailleurs, si on est sur un chaton qui a perdu sa maman, parce que ça arrive souvent en asso, c'est bien soit de l'adopter si on a déjà un chat adulte. Moi, pendant longtemps, j'étais famille d'accueil et j'avais 3 chats adultes et finalement, ils terminaient l'éducation des chatons. Ou alors d'adopter 2 chatons ensemble, pas forcément de la même fratrie, mais comme ça, ils vont aussi apprendre ensemble, quoi. Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, je te calme. Et aussi, c'est surtout, d'ailleurs, pas mordre, pas griffer trop fort. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup sur les chats qui n'ont pas été sevrés, c'est ils mordent, ils griffent. Donc très important. Le rôle de la maman est très important. Donc 3 mois, il faut attendre 3 mois, c'est le mieux. Oui, c'est mieux. De quoi un chat a vraiment besoin pour être heureux dans son environnement?
même si c'est un appartement, une maison, en fait, peu importe le lieu, de quoi a besoin un chat pour être heureux? Il en faut peu pour être heureux. Il lui faut des croquettes, une alimentation en libre service. Parce que ça, c'est le premier facteur de stress que moi, de mon expérience, c'est le premier facteur de stress, mais qui impacte fort, qui peut être à l'origine de plein d'autres problèmes de comportement. Donc, il faut qu'il ait accès à ses croquettes quand il a faim, quand il en a envie. Il lui faut une litière ouverte. Il lui faut des griffoirs, des points pour faire ses griffes, des points pour se mettre en hauteur. Et pour ça, on n'est pas obligé de dépenser des fortunes, parce que ça peut être, on peut tout à fait se dire que le tapis va servir de griffoir. C'est pas un problème, on n'est pas obligé d'acheter le griffoir pour chat. Sauf si on veut pas qu'il le fasse sur le tapis. Mais ça va être compliqué aussi. Il vaut mieux acheter un tapis pas cher et se dire, ok, moi c'est ce que je fais. Je ne dépense jamais beaucoup sur les tapis. Je me dis, c'est un immense griffoir, c'est super. J'en ai d'autres en plus, mais au moins je me dis celui-ci, ils peuvent y aller sans problème. Quoi. Et pareil, le bac à litière, ils nous vendent des bacs à litière de l'espace, magiques, auto-nettoyants. Le bac le plus simple, c'est celui qui marche le mieux. Il va coûter 15 balles au max, et c'est celui qui va être le meilleur en fait pour le chat. Donc il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut tout chambouler chez soi. Du moment que le chat il peut grimper sur une armoire, sur des étagères, c'est ok, il a de quoi se poster. Donc adapter, en fait on peut adapter notre intérieur hyper facilement. Pour l'accueil d'un chaton comme un chat adulte, c'est les mêmes besoins? Oui, après sur le senior, ça va être un peu différent. Ou sauf si on adopte aussi un chat qui est handicapé, selon le handicap, il va falloir adapter. Mais sinon, oui, on peut adapter pareil. Quoi. Et le choix de la litière, parce que ça m'intéresse vraiment. Moi, j'avais une litière donc fermée à l'époque, avec le petit battant. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce choix-là. Peut-être psychologiquement, je me suis dit pour les odeurs ou j'en sais rien, alors que ça changeait pas grand-chose entre nous. Et puis surtout parce qu'elle gratte et qu'elle en mettait de partout. Donc je me suis dit, bon, au moins, ça ferme un peu le truc. Et donc j'ai appris que les litières fermées, c'était vraiment pas recommandé pour les chats. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi. Et puis la taille aussi. Alors j'ai entendu que la taille était importante par rapport à la taille du chat. Alors comme toujours en fait, on va toujours dire ça dépend. Parce qu'on peut jamais dire c'est comme ça et pas autrement. Mais globalement, donc pourquoi un bac ouvert en fait, c'est que le chat a besoin de, quand il élimine, il y a toujours une notion de marquage, parce qu'il y a toujours des informations dans ses selles et dans ses urines. Donc d'emblée, il a besoin que son marquage, que ses informations passent bien auprès de tous les habitants de sa maisonnette, donc nous compris. Donc un bac fermé, déjà, d'emblée, on se dit ça passe pas. Donc il y a beaucoup de chats qui vont passer des plombes à frotter aussi l'extérieur ou l'intérieur des parois de la maison de toilette. Ils rajoutent du marquage aussi en frottant, parce qu'il y a aussi des sécrétions odorantes au niveau de leur coussinet, donc ils vont rajouter. Donc c'est pas forcément, si c'est trop, c'est pas forcément un signe de bien-être. Ça veut dire que mince, si je mets pas le paquet, ça va pas le faire. Et dans la nature, le chat, quand il élimine, il est dans une position un peu vulnérable. Donc, en fait, il a besoin de contrôler tout ce qui se passe autour de lui. Comme ça, si, pendant qu'il fait son petit besoin, il voit un danger ou il l'entend, déjà, il va le voir et il sait qu'il va pouvoir se sauver facilement. Par exemple, si le bac à litière est là, je sais que je peux partir, me cacher ici, monter, aller hop, et je suis pas pris au piège. Alors que dans un bac fermé, alors en plus avec la porte battante, le danger ne peut venir que par la porte, donc finalement le chat c'est que là il est pris au piège. S'il y a vraiment un danger, je suis cuit parce que je peux pas me sauver. Donc ça génère beaucoup de stress. Après il y a des chats qui y vont quand même, parce que plein de personnes qui disent non mais moi mon chat il adore, je vous jure il adore. Et ça, je suis désolée, je n'y crois pas. Par contre, je suis persuadée que vous y croyez. Parce qu'il y a plein de choses qu'on se dit parce que ça nous arrange quand même. Faut pas se leurrer. Et moi, sur d'autres sujets, il y a des choses que je veux dire parce que ça m'arrange. Mais c'est plus que le chat prend sur lui
plutôt qu'il adore ça en fait. C'est un conditionnement la litière de toute façon. Donc il y en a qui vont être conditionnés, on va dire, qui font pas leur diva. Moi, j'aime bien le dire comme ça. Et dans Absolument Chat, c'est comme ça que je l'explique aussi. Il va pas faire sa diva. Le chat, c'est comme nous. Bah voilà, si pendant une semaine on a toilette de chantier, bon bah on va aller dans la toilette de chantier. Moi perso, je vais aller dans la douche pour le pipi, parce que voilà, j'ai pas envie d'être fermée dans ce truc qui pue. Voilà, même si les chats sont pas dégoûtés par leurs odeurs d'urine, de sel, tout ça, ils sont pas dégoûtés. Mais si c'est trop, c'est pas cool non plus. Donc c'est tous ces petits paramètres à prendre en compte sur la litière. Et un chat, ce que j'ai souvent, c'est aussi un chat qui prend trop sur lui. Est-ce que c'est vraiment un chat heureux quand on prend sur soi tout le temps? Est-ce qu'on est vraiment bien, quoi. Okay. Et c'est vrai que par rapport à la taille, souvent on dit voilà, il faut que le chat, faut que le bac ait la taille du chat avec la queue tirée, enfin la queue, ouais voilà, avec la taille queue droite. Pareil, là il y a des chats qui ont pas où il y a pas cette nécessité. Moi j'avais un de mes chats qui bac ouvert et tout, mais il était toujours ses deux pattes avant à l'extérieur du bac, quelle que soit la taille du bac ou quoi, c'était son moyen, lui. Il y avait les deux pattes à l'extérieur, les deux autres pattes sur le rebord de la litière. Okay. Donc il fallait surtout pas le déranger, sinon il pouvait y avoir un jet qui partait. S'il disait quoi, qu'est-ce qu'il y a? Okay. Voilà. Mais c'était sa méthode à lui. Okay. Et après, oui, il y a plein de chats où je vois, les bacs chatons, il faut vraiment abandonner ça quand on a un chat adulte. Mais oui. Parce qu'il y en a qui disent, voilà, c'est petit, ça prend pas de place. Oui, mais si on a un chat adulte, là, c'est vraiment trop petit. Et à côté de ça, donc pareil, Ragdoll, Maine Coon, faut aller sur du XXL quand même, faut qu'il soit bien, faut qu'il puisse se tourner facilement. Et j'ai déjà eu des tout petits modèles en consultation, des tout petits chats qui faisaient pipi en dehors du bac. Et pour le coup, on est passé au bac de rangement qu'on met sous les lits et les canapés, donc c'est quand même des très grands bacs. Et là, c'était bon, le bac à litière piscine. Mais là, plus de soucis. Donc c'était vraiment un tout petit chat qui avait vraiment besoin d'un très grand espace. Okay. Et sinon, le bac comme ça, quoi. Voilà. ça va. Ouais. Généralement, okay. c'est ok, c'est le classique. Mais si on voit que ça ne convient pas, on change. Il faut toujours s'adapter à son chat. Est-ce que tu aurais du coup des astuces pour enrichir l'environnement de nos chats en intérieur? Ça dépend aussi de l'espace qu'on a. Oui. Parce que on peut mettre des étagères, on peut mettre les ponts à chat. Enfin, il y a plein de trucs aujourd'hui en plus qui existent et c'est vraiment sympa pour faire des murs d'escalade pour son chat. Alors moi, par contre, ce que j'ai fait, par exemple, parce que on est à Paris, dans des petits espaces, donc ça aide d'avoir des fois c'est vrai, ce genre de petits tips. Moi, je sais que j'ai qu'un seul arbre à chat. Par contre, j'ai vraiment des étagères pour qu'ils aillent regarder à travers les fenêtres. Et j'ai aussi dans le salon des étagères cubes. Et ça, je trouve que quand on a un petit espace, c'est vachement pratique parce que on peut nous ranger nos affaires dans le cube. Et puis les chats passent par-dessus en fait. Ah oui, ok. Donc moi, c'est vrai que ça leur fait un chemin. Ils peuvent grimper et en même temps, moi, je peux ranger des choses dedans. Okay. Donc c'est pas juste l'étagère ou le pont pour le chat et voilà. Après, ça peut être comme je disais, le griffoir, ça peut être des tapis. Ça peut même être un tapis au pied du lit. On sait qu'il va faire ses griffes dessus. Le griffoir, ça peut être un petit pouf aussi en simili-cuir, en osier. Enfin, on sait qu'il sera griffé, mais ça va nous servir d'assise, de coffre de rangement et de griffoir. Donc, ça fait un 3 en 1. Donc, quand on a un petit espace, c'est pratique. Moi, j'ai installé aussi sur un angle de mur un tapis en sisal. Okay. Donc, ça se marie très bien dans la déco. Et du coup, j'ai fait ça pour ma petite chatonne. Comme ça, je me suis dit, ok, je l'habitue tout de suite. Et maintenant, elle arrête pas de grimper dessus pour ensuite accéder à une étagère. Enfin, donc voilà, c'est tout bête, mais ça fait griffoir. Ça lui permet de grimper vraiment. Donc, elle fait de l'exercice. Donc, ouais, il y a plein de petites choses comme ça en dehors des arbres à chat. Après, aujourd'hui, il y a aussi des créateurs d'arbres à chat qui sont super beaux. Tu le conseilles, du coup, l'arbre à chat, c'est vraiment un indispensable? C'est pas un indispensable si le chat a de quoi faire ses griffes, s'il a de quoi grimper, tout ça. Okay. Maintenant, si on veut qu'un seul élément, moi je trouve que c'est bien quand il y en a plus, mais si on en veut qu'un, par exemple dans ma chambre, j'ai quand même un arbre à chat. C'est pratique parce que ça offre à la fois le point en hauteur, le côté griffoir, le côté dodo. Alors mettre l'arbre à chat à côté de la fenêtre, c'est mieux. Ça lui permet tant qu'à faire de regarder dehors aussi. Donc oui, c'est vraiment bien, mais on peut faire sans. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place, mais vraiment griffoir et pouvoir voilà, escalader, on va dire, se cacher, c'est vraiment important. Oui. D'avoir des espaces à lui. Ouais, le chat est vraiment un grimpeur de nature.
Il y a D'accord. des chats qui restent un peu plus au sol, mais voilà. Ok. Et donc, comment on repère l'ennui chez le chat? Comment on sait que notre chat, il s'ennuie royal chez nous et qu'il faut vraiment qu'on mette des choses en place parce qu'il s'ennuie beaucoup? Bah, ça peut être déjà qui reste... voilà, on a un peu l'impression de vivre avec un légume, il reste amorphe, apathique, il bouge pas, il est pas... il est pas alerte si on lui montre un truc, même pas il le regarde ou il le regarde un peu, mais il peut aussi miauler de façon très plaintive, souvent. Ça voilà, généralement il y a un truc qui va pas. Alors ça peut être plus que de l'ennui aussi, donc il faut souvent vérifier, aller un peu plus loin avec le veto, surtout si si ça se répète beaucoup. Ouais. Mais voilà, ça va être, en tout cas, moins on stimule un chat, moins il va être motivé pour bouger. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire jouer, sinon voilà, on va vivre avec un chat qui passe son temps couché sur le canapé, pour ensuite aller manger des croquettes, pour ensuite aller se recoucher ailleurs, et plus rien n'aura d'intérêt à ses yeux. Donc Ça peut faire de la dépression? ouais, donc c'est vrai que si c'est trop, il faut aller creuser. Ok. Moi par exemple, je sais que Shifu a une phase comme ça, quand j'ai perdu mes 2 autres chats dans la même année, ça lui avait fait quand même un choc. Lui, il avait que grandi avec eux. Il a vraiment eu une phase où c'était, il y avait plus rien du tout qui l'intéressait. C'était compliqué. À chaque fois, je rachetais des nouveaux jouets, on testait. Mon mari, il est à fond sur les jouets aussi. Il réagissait pas, il miaulait. On se disait bon. Oh. Et en parallèle, on se disait est-ce qu'il a des soucis de santé? Donc, on a fait tous les examens possibles pour être sûr. Et puis progressivement, je suis redevenue famille d'accueil. Et puis c'est là après qu'il y a eu le coup de foudre avec Willow. Et ça l'a transformé en fait. Et les herbes à chat et les herbes au chat, deux choses différentes. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Alors, c'est vrai qu'il y a 2 types d'herbes. Donc l'herbe à chat, c'est plutôt celle qu'on va acheter chez le fleuriste. Le petit pot, ça va être des graines d'orge ou de blé germées. Le papyrus. Mm-hmm. Et ça, alors, pendant longtemps, même moi, je disais, c'est l'herbe dépurative. C'était pour faire la distinction, je disais, c'est l'herbe dépurative, ça lui permet d'évacuer ses boules de poils, tout ça. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de chats qui mangent de l'herbe et qui ne vomissent pas derrière, qui ne se purgent pas. On disait c'est pour se purger, mais en fait, ils se purgent pas. Donc, on se dit plus, en fait, est-ce que c'est pas un besoin naturel, instinctif du chat de nourrir son microbiote? Parce que, l'herbe, c'est quoi? C'est des fibres qui sont des glucides par ailleurs. Donc il va nourrir son microbiote, il va avoir une digestion plus facile, parce que les fibres, c'est ce qui nous aide aussi. Et a priori, ça soulage aussi. Il y a ce besoin pour soulager quand il y a des douleurs aussi digestives. D'accord. Et pareil, j'avais un chat qui grignotait tout ce qui était vert, même des trucs en plastique. Et le veto nous avait dit, c'est peut-être qu'il cherche de la verdure parce qu'il a mal. Et en fait, il s'avère qu'il avait un cancer des intestins. Ah ouais, okay. Donc, ça veut pas dire que tous les chats qui mangent de l'herbe frénétiquement ont ça. mais voilà, ça sert à plus que, juste pour me purger. D'accord. Et puis l'herbe au chat. Alors, l'herbe au chat, techniquement, donc c'est que la catère. Ah, ok. Qui est appelée herbe au chat ou menthe à chat. Mm-hmm. Et, mais, il y a donc ces herbes euphorisantes, que moi j'appelle euphorisantes. Donc cette fameuse catère herbe au chat, tous les chats sont pas sensibles, ça a priori ça vient d'un gène, mais il y a aussi la valériane, la matatabi par exemple, qui va aussi avoir ces effets un peu trans, relaxants, ou même voilà, quand je dis euphorisant, c'est qu'il y en a qui sont vraiment au taquet. Ils sont pas stone, mais ils sont comme ça, donc ça les stimule bien. Donc oui, c'est sympa. Après, toujours attention. On m'a eu rapporté des cas moi, mon chat, quand il prend de l'herbe, quand je lui présente des jouets à l'herbe à chat, il a des accès d'agressivité. Bon si on observe ça, on évite de lui en donner, quoi. Mais sinon, ouais, ça peut les relaxer et c'est chouette. Donc juste pour préciser, les herbes au chat, c'est des herbes séchées qui sont dans des petits sachets et qu'on peut, par exemple, avec la marque Petit Fripon, qui du coup met dans des petits sachets ces herbes au chat. Ouais. Et donc le chat va jouer avec ses petits pochons de jeu. Ouais. Et j'en ai donné récemment à Scotty, donc des herbes Petit Fripon. Elle a été, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue aussi excitée. Ouais. Elle était trop heureuse, elle jouait, elle tapait avec les pattes arrière. C'est laquelle sa préférée? Je crois que c'est la valériane. Ouais. C'est souvent, moi chez moi, c'est vraiment catère et valériane. C'est laquelle qui sont un peu, qui est assez spéciale. Valériane. Ouais, voilà, tu vois, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-ci où on fait,
ok. Ouais, c'est pour Ouais. lui, hein. Moi, ça Je m'arrive l'aime. souvent de rentrer à la maison et de me dire, c'est pas, C'est quoi cette il y aurait eu un caca par terre ou quoi? Enfin, le truc qui n'est jamais arrivé. Et en fait, je vois le jouet par terre, je fais, ok, c'est ça. Ouais. Pas de problème. Et d'ailleurs, chez Petit Fripon, ils font aussi, c'est vraiment trop bien parce qu'on peut, après, ne racheter que l'herbe Oui. que son chat aime. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a aussi la passiflore, le trèfle d'eau, Ouais. l'olivier qui vont avoir aussi elles font la mélisse, j'ai un doute tout d'un coup. Mais ça peut aussi avoir des effets vraiment relaxants pour celle-ci. Donc c'est des effets différents, donc je trouve que c'est sympa. Mais effectivement, l'herbe à chat euphorisante, c'est surtout celle qu'on retrouve dans les jouets. Okay. Et sinon, aussi dans des pots qu'on peut. Moi, des fois, j'en mets un petit peu par terre, j'en saupoudre un peu par terre, et il la mange un petit peu, puis après il se roule dedans. Et... De toute façon, moi, les sachets, généralement, il les éventre pour limite, c'est pour lécher le sachet, quoi. Ouais, et puis il bave au début, ça peut faire peur, mais les filles expliquent que c'est normal. C'est l'excitation. Ouais, voilà. Genre, moi, mon chat, il me bave dessus quand il me fait des câlins. Hein. Oui. Il est tellement à fond qu'il me bave dessus. Donc, l'herbe, c'est pareil. Ok. Donc, tu recommandes? Ouais. Okay. Ouais. Quels signaux, nous, humains, on a du mal à repérer chez nos chats? Alors, le truc qui me vient, moi, par rapport aux signaux, par rapport à l'humain, ce qu'on ferait mal ou ce qu'on interpréterait mal, c'est notamment pendant les câlins. Parce que souvent, quand on fait un câlin à son chat, s'il ronronne, on se dit « Oh, il adore ça ». Si il repousse avec la patte et qu'il monte son ventre, on se dit « Ouh, il veut les câlins sur le ventre ». S'il nous fait une léchouille, on dit que c'est le bisou. Même ceux qui mordillent, on se dit « Ah, il fait le bisou ». Sauf qu'en fait, tout ça, ça veut dire « Arrête, arrête, arrête ». Et nous, on interprète ça pas du tout de la bonne façon. Encore. Ouais, on dit « Oh là, vraiment ». Et puis au bout d'un moment, le chat va mordre. Et on va dire « Quoi ? C'est toi qui voulais un câlin, machin t'es gonflé et tout. » Alors qu'en fait, non, il disait non. Et c'est vrai que moi je dis souvent, mais clairement quand le chat repousse avec sa patte, c'est qu'il veut pas. Ce serait pareil avec un humain, on dirait non merci, je veux pas. Donc c'est assez clair pourtant. Mais comme il monte le ventre et qu'il y a plein d'idées qui circulent, si le chat monte son ventre, c'est qu'il vous aime. Alors non, pas forcément. Il y a des chats qui aiment le câlin sur le ventre, mais par exemple si on fait un câlin sur le ventre, il y a des chats qui aiment ça. Mais dès lors qu'il repousse ou qu'il échouille la main ou qu'il y a la queue qui balance, bah on devrait s'arrêter. Ça veut dire que c'est pas ça qu'il attend en fait. Et donc ça pour n'importe quel câlin. Et c'est important de le voir. Et ça nous permet d'adapter, de dire il est ok pour un petit moment câlin, mais peut-être pas pour des plombes quoi. Il a peut-être juste envie de dormir sur les jambes et c'est tout. Et le ronronnement aussi donc est très traître entre guillemets, parce que ça peut être un signe à la fois de bien-être et de mal-être. Parce que le chat peut juste ronronner parce qu'il est stressé, justement, ou qu'il a mal. Donc un chat qui ronronne chez le véto, souvent c'est ce que je dis, c'est pas forcément que « Oh là là, il adore être chez le vétérinaire », non. C'est peut-être parce qu'il est stressé et qu'il essaye de s'apaiser avec les ronronnements. Donc un chat qui ronronne n'est pas forcément un chat heureux. Et un chat qui ne ronronne jamais n'est pas forcément un chat malheureux aussi. Parce qu'il y a des chats qui ronronnent pas, voilà. Et c'est pas grave, quoi. Et comment on repère si c'est un ronronnement de stress ou un ronronnement de kiff total? Il y a le contexte, quand même. Okay. Après, il y a tous ces petits signaux. Ce que je disais, par exemple, si on le caresse et que la queue est au repos, qu'il a les yeux mi-clos, que tout le corps est relax, ça va être un ronronnement. En plus, je sais pas comment le définir. Je n'arrive toujours pas, avec les années, à bien trouver la manière de le dire. C'est un ronronnement doux. Je sais pas comment dire. C'est très doux, alors que on va sentir le, je sais pas ronronner, l'agacement un peu. Okay. C'est des fois un peu plus ou plus saccadé ou plus. C'est pas le même rythme. Et donc c'est vrai que si on le caresse, qui ronronne, qui a les oreilles qui bougent, la queue qui bouge, le rolling skin, c'est une sorte de petits frissons sur les poils du chat. Ah oui. Clairement là, le ronronnement, c'est pour lui juste un moyen de dire, allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Puis évidemment c'est boum, voilà. Donc c'est tout un contexte en fait. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à voir déjà le contexte autour et qu'on apprenne mieux à décrypter le langage corporel de nos chats. Oui. On doit faire beaucoup de bêtises quand même. Ça arrive souvent. Je me souviens d'une consulte qui était assez impressionnante. C'était une chatte qui se léchait, mais elle avait des plaques, enfin elle se mettait au sang à plein d'endroits sur son corps. Et la pauvre, ça faisait plus d'1 an qu'elle vivait avec une collerette. Et il disait, dès qu'on enlève la collerette, elle se griffe, enfin voilà, c'était vraiment un cas d'automutilation fort. Et donc, on faisait la consulte, il y avait la maman, le papa, l'ado,
et la chatte qui venait se coucher sur la table. Donc elle était quand même, elle aimait être avec ses humains. Mhm. Pendant qu'on discute, je vois l'ado qui n'arrête pas de caresser la chatte et je vois la chatte avec la queue qui juste la queue. Et donc je lui ai dit arrête juste là de la toucher. Donc elle arrête et la chatte se met au repos, tout va bien. Et puis c'était compulsif. C'est ça le truc aussi. On a souvent des comportements automatiques. Ouais. Donc naturellement, elle s'est remise à la caresser. Là, j'ai revu la queue, j'ai vu le rolling skin, tout ça. Donc je dis arrête à nouveau. Donc elle a arrêté. Et puis j'observe, on recommence, elle recommence à la toucher. Donc voilà, à force, j'ai pu lui expliquer. Voilà, quand tu fais ça, là c'était, elle pouvait plus le manquer. Et c'est ce qui a déclenché d'ailleurs. Enfin, on a fait le test. J'ai dit voilà, on enlève la collerette, on voit comment elle se comporte, on la laisse tranquille. Hop. Et dès qu'elle a monté sa patte, l'ado a fait non. Elle s'est jetée sur la chatte, elle l'a serrée comme ça en disant ma chérie, ma chérie. Et là j'ai dit ok. Et là je me souviens vraiment ce jour-là, ça a été un déclic très fort dans toute ma pratique. Je dis ok, là je sais pourquoi elle s'automutile en fait. Et donc je dis il va falloir complètement arrêter de la caresser, de la porter. Il va falloir lui foutre une paix royale. Donc c'était très dur pour l'ado surtout. Et la mère a eu cette phrase que je réutilise. elle a dit à sa fille, elle a dit on va l'aimer mieux. Et j'ai trouvé ça très chouette. Et en fait elle a guéri parce qu'elle avait juste besoin qu'on lui foute la paix. Parce qu'elle supportait plus le contact, c'était trop. Alors elle aimait être avec ses humains, mais pas le toucher, quoi. Ouais. Et donc elle a pu guérir après. Parce qu'on a respecté ses envies, ses besoins, et on l'a écouté, tout simplement. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ok. Donc il faut qu'on écoute beaucoup plus nos chats. Ouais. Et ce ne sont pas non plus des peluches, hein. Non. On a envie de les câliner et de les serrer très fort, mais c'est pas des peluches. Ouais. Donc oui. Alors, question, je ne sais pas si c'est une bêtise, tu me diras. Est-ce qu'on peut éduquer un chat comme on éduque un chien? Alors, moi souvent, je mets toujours des guillemets à éduquer un chat, parce que souvent ce qu'on attend, c'est dire lui faire comprendre qu'il fait une bêtise, machin et tout. Alors que moi, je pars vraiment du principe que quand on permet déjà tout à son chat, qu'il a la bonne litière, qu'il a les croquettes en libre service, qu'il a des griffoirs, des points hauts, enfin que tout est nickel, qu'on respecte tout simplement aussi ces signaux qu'on vient de parler, ben, à mon sens, il n'y a pas besoin d'éduquer, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour éduquer le chat. C'est-à-dire que lui, il va faire sa vie. En fait, il fait jamais rien en disant « je vais faire une bêtise ». Il fait les choses ou parce qu'il est stressé, ou parce que c'est instinctif, c'est naturel. Donc, je trouve que c'est souvent à l'humain d'apprendre comment le chat fonctionne et dire « ok, comment je peux adapter pour que chacun y trouve son compte », plutôt que de dire comment lui faire comprendre que c'est une bêtise, Pour moi, ça marche pas comme ça. Par contre, on peut apprendre plein de choses à son chat. Moi, je suis très nulle à ça, mais par exemple, le travail au clicker, j'ai une amie collègue qui fait ça hyper bien, qui a même fait ça dans des zoos et tout, avec des grands félins. Et oui, on peut leur apprendre plein de choses, et ça aide super bien pour faire les soins, pour que le chat il soit moins stressé. Donc tout ça, c'est possible. Mais je le mets pas dans la même catégorie que éduquer, comme en tant qu'humain, on a souvent ce truc d'éduquer comme les enfants. Faut dire bonjour, faut dire merci, non, mais là, le chat, lui, il va faire sa life, en fait. Donc, et puis, lui faire juste un tour pour un tour, est-ce que c'est intéressant? Après, par exemple, moi, j'ai une vidéo sur ma chaîne où j'apprends au chat à faire le high five. Ok. Et ça, pour le coup... La tape dans la main. Ouais, voilà. Moi, ça a pu m'aider, enfin, ça a pu me permettre plutôt de ramener une complicité entre un chat et un humain. Souvent, par exemple, on me disait, voilà, je viens d'emménager avec mon copain, mais mon copain, ou il aime pas trop mon chat, ou mon chat se méfie, comment on crée une relation, une complicité? Parce que généralement, l'apprentissage se fait avec une friandise. Ça marche quand même vachement mieux avec une friandise. Et du coup, ça ramenait une complicité entre les deux. Donc, ça crée un lien. Et puis, souvent, les hommes étaient contents de dire « T'as vu ce que je fais avec mon chat ?» C'est surtout pour ça, non? Voilà. Donc, on dit, bon. Je me suis dit, moi, ça marche avec Chifou. Hein. Maintenant, je me dis, ah, tiens, ma petite nièce le fait, et elle est toujours à chaque fois, t'as vu, il l'a fait, high five! Et voilà. Donc, donc ça peut permettre ce lien. Que c'est juste pour faire du cirque? Non. Mais si ça crée le petit rituel avec l'humain, là, ouais, c'est chouette. Est-ce que tu aurais des conseils pour qu'on joue bien avec nos chats? Qu'est-ce qu'on fait mal quand on joue avec nos chats et qu'est-ce qu'on doit faire
pour bien jouer avec eux? Alors, généralement, ce qu'on fait mal, c'est qu'on joue avec les mains, ou avec les pieds, d'ailleurs, parce que c'est rigolo, surtout quand ces chatons, on fait le chaton, il vient, c'est mignon, il a encore ses petites dents de lait, il est tout léger, donc voilà, il peut faire un peu mal, mais c'est presque rigolo, sauf qu'à force, le petit chat devient grand, il a ses vraies dents définitives, il a de la force, et ça fait beaucoup moins marrer, généralement. Donc, le problème, et surtout si on a un chat donc, qui n'a pas été sevré, donc qui n'a pas appris à pas mordre, pas griffer avec sa mère et ses frères et sœurs, bah là c'est problématique parce qu'à force il va voir ça, il va voir un jouet, il va voir la proie, le jouet proie, parce que c'est très lié chasse et jeu sur un chat, surtout en intérieur. Ouais. Donc ça, surtout jouer avec la main, avec les pieds, c'est le truc qu'on dit surtout il faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc ce qu'il faut faire, bah ça va être surtout la canne à chat, c'est pratique, le plumeau, ça c'est l'idéal. Voilà, c'est vraiment l'indispensable parce qu'on est loin de la main est loin finalement du jouet. Après, on peut tout à fait lancer des balles. Il y a beaucoup plus de chats qu'on ne le pense qui rapportent les jouets. Donc c'est pas voilà, c'est pas réservé aux chiens, mais il y a plein de chats qui font ça. Et même juste le fait de lancer le jouet, le chat va courir après et il sait quand même qu'il y a du lien. Le cache-cache, on peut jouer à cache-cache. Moi, je joue à cache-cache avec Willow. Même si j'ai un tout petit espace, ça marche, c'est rigolo. Par contre, si on a un chat qui a tendance à mordre ou à attraper les mollets, tout ça, bon, on évite le cache-cache parce que ça peut trop le stimuler. Mais voilà, si le chat est cool, tranquille, équilibré, ça marche. Mais voilà, la canne, le plumeau, c'est l'indispensable. Après, ça peut être, voilà, encore une fois, ça peut être aussi du fait maison, ça peut être toutes les petites, les papiers. Voilà. Oh, ils sont dingues avec les papiers, les emballages. Oui, voilà. Il faut pas grand chose. Pour ça, ça coûte pas cher en soi. Et ça marche très bien. Le petit post-it avec de l'herbe à chat dessus aussi, ça froisse, ça fait, enfin, c'est trop bien. Une nouille, sèche. Enfin, moi, avant de jeter un truc, je dis tout le temps, avant de jeter, je regarde et je me dis, je le laisse un peu par terre, on sait jamais. Et souvent, ça va les titiller. Et ce que j'ai tout le temps, même si c'est qu'une minute, c'est 1 minute de prise. Parce que 1 minute là, 1 minute là, 1 minute là, ben, ça compte. Et je crois qu'il y a une étude, qui est sortie, qui a montré que même juste de 5 minutes de jeu avec l'humain, ça suffisait déjà. Donc ça nous demande pas non plus un travail monstre. Mais après, voilà, ça va être l'interaction. Même des fois, la petite interaction, bah, ça veut pas dire on court partout dans l'appartement avec son chat, mais rien que l'interaction, ça compte quand le chat en a envie. Faut quand même le préciser, l'interaction, quand le chat en a envie. Dans ton livre, Absolument Chat, tu parles de la relation fusionnelle et des dangers de cette relation fusionnelle. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus de ce lien avec notre chat. Quand est-ce qu'il devient trop fusionnel et quels sont les dangers associés à ça? Parmi les dangers, notamment le cas que je racontais avec l'ado qui était accro à son chat. D'accord. Donc la relation trop fusionnelle, elle peut être problématique. Enfin, moi dans mon cas, beaucoup de cas d'automutilation ou de léchage compulsif qui viennent de la relation. Parfois, tout est nickel dans l'environnement. Enfin, il y a rien à dire, mais c'est vraiment la relation. Et la relation fusionnelle, c'est soit l'humain est complètement accro à son chat, comme là c'était le cas avec l'ado. Soit c'est le chat qui est complètement accro à son humain. Même l'humain se dit, oh là là, j'aimerais bien avoir 5 minutes tranquille. Mais le chat est un vrai pot de colle. Et pot de colle presque maladif. Et puis des fois, c'est vraiment les deux qui sont, l'humain est accro au chat, le chat est accro à l'humain. Mais le problème, c'est que, en gros, quand l'humain disparaît, ne serait-ce que d'aller au travail le matin, c'est beaucoup trop à gérer, quoi. Donc il faut trouver vraiment l'équilibre pour que, ok, il y ait du câlin, il y ait de la relation, mais que ça ne devienne pas entre guillemets maladif et que ça puisse entraîner des problèmes. Et par exemple, c'est vrai que moi avec Sifu, j'arrive à sentir, il est très très proche de moi, et j'arrive à sentir les moments où c'est trop. Et je me dis là, si je réponds, parce que c'est toujours hyper agréable, il me fait des câlins de fou, donc c'est difficile en tant qu'humain de dire mais c'est lui qui vient me chercher, pourquoi je dois dire non, quoi. Et c'est vrai que ça aussi c'est complexe d'arriver à cerner le passage de la limite. La limite, c'est ok à oula, là ce sera plus ok et je sais pas, je sens, je sais pas, dans sa manière de faire où je me dis ok, là on fait un câlin parce que là ok, t'en as vraiment besoin,
Et quand c'est trop, il faut que je l'ignore. Il faut que je me remette à l'ignorer beaucoup plus. Et souvent, je donne cet exemple parce que je travaille beaucoup aussi à la maison, donc je suis devant l'ordi, et donc il vient, il se frotte, il se pose sur l'ordi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en télétravail qui ont ça. Le chat qui vient. Et là, il faut vraiment, je travaille et je le repousse, mais sans le regarder. Je lui parle pas. Ah ouais. Parce que souvent on dit non, tu vois, je travaille, j'ai pas le temps, donc après, machin. Enfin, on lui explique. Sauf que quand on fait ça, on lui donne une interaction. Alors certes, on pourrait dire, juste avant, il y a 5 minutes, vous avez dit qu'il fallait donner de l'interaction quand il le demande. Faut trouver le juste milieu. Il y a des moments aussi, on peut se dire, là, effectivement, je travaille, donc là, je peux pas. Par exemple, si on a un call, un truc, il faut juste l'ignorer. On peut pas dire à la personne, excusez-moi, je reviens plus tard, je vais faire un câlin à mon chat. On a aussi des obligations. Oui. Et ça va être, ok, je le repousse. Et Chifou, je le repousse jusqu'à ce que, il s'en va, il va dormir dans son coin. Et puis, quand j'ai terminé mon truc, je me pose, par exemple, sur le canapé. Et là, il vient. Et là, on fait un câlin. On est tous les deux dispo pour faire le câlin. Mais on n'est pas, le chat est pas à notre disposition, mais on n'est pas à la sienne non plus. C'est une concession. Et le chat ne va pas nous en vouloir. Oui, moi, elle a tendance, par exemple, à se frotter contre l'ordinateur pour le claquer, limite, tu vois, pour le fermer, ou dès que je suis sur le téléphone, à venir se frotter sur le téléphone. Ouais. Ça veut dire je veux des câlins, ou ça veut dire juste arrête ton tel? Comment dire avec exactitude ce qu'ils veulent dire par là? J'aime bien l'idée qu'ils disent arrête avec le téléphone, avec l'ordi. J'aime bien cette idée-là, franchement, de prends le temps de vivre, respire, tu vois. Vis le moment présent. Ouais, voilà. J'aime vraiment bien cette idée, et je me dis que c'est plausible aussi. Mais il y a aussi ce besoin d'interaction, quoi. Okay. Et parfois, c'est ok. C'est vraiment le truc, c'est pas de toujours dire non, hein. Parfois, c'est ok. On peut, même en plein boulot, se dire, oui, je peux tout à fait prendre 2 minutes et ça marche. Et il y a d'autres moments où ce sera pas ok. Enfin, on va sentir après si ça devient trop insistant tout le temps. Et s'il nous suit tout le temps, où qu'on aille, il nous suit, il monte, il cherche le câlin. Quand c'est trop comme ça, il faut apprendre à ignorer, pas regarder, pas parler. Voilà. Et un chat qui aurait pas d'interaction avec nous, il faut faire quoi à l'inverse? Alors, ça dépend des cas, mais effectivement, par exemple, si on a, comme on en parlait au tout début, sur un chat qui a été traumatisé ou qui est hyper craintif, je pense que c'est vraiment avec la patience. Comme là, je peux le voir avec Suki, mais j'ai pu le voir, avoir des suivis avec les personnes que j'ai accompagnées. Voilà, c'est frustrant au départ parce que le chat, il reste planqué tout le temps, il sort que la nuit pour manger, donc on se dit il n'y a pas d'interaction. Mais c'est vraiment avec la patience, parce que on peut être là, on peut quand même lui parler, pas lui parler H24, mais voilà, on passe à côté, il est en train de regarder alors il regarde par la fenêtre. J'allais donner un très mauvais exemple, parce qu'un chat par exemple qui regarde par la fenêtre, s'il est à fond avec un oiseau, un truc, certains caractères, si on passe et qu'on fait coucou, il peut se retourner et nous en coller une en fait. Donc il vaut mieux le laisser tranquille. Mais par exemple, s'il est en mode veille sur le canapé, on peut faire notre vie et puis lui parler, dire coucou, ça va, machin, et puis continuer sans s'apesantir en fait. Mais en étant là, il va entendre notre voix, il va s'habituer à notre rythme, comment on marche, le bruit de nos pas sur le parquet. Donc il faut pas essayer de... Ça, c'est une des erreurs quand on a un chat craintif, c'est de dire okay, je fais pas de bruit pour pas qu'il ait peur. Non, il faut continuer à faire comme on fait d'habitude. Et le chat va s'habituer, et à force, il va le sentir. Peut-être qu'un jour, il va se coucher là. Et s'il se couche là, à côté de toi, à côté de moi, je vais pas le caresser. Par contre, je vais peut-être laisser négligemment ma main tomber, mais l'air de rien, sans le regarder, sans dire t'as vu, j'ai mis ma main à côté de... Et puis voir, ça se trouve, il va se repousser, ou se rapprocher, ou juste des fois ça va être le petit contact de la patte, et de profiter de chaque moment comme ça. Et c'est ça aussi qui fait que progressivement il va mettre la tête sur les genoux, et puis qui va venir. Des fois c'est très long, mais c'est des belles relations. C'est des très belles relations, parce que là on sait que la confiance elle est forte, et le respect est fort sur le chat, quoi. Question où je pense on se l'est tous posé. Quand on a un chat, qu'on part en vacances, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux l'emmener avec nous et potentiellement beaucoup de stress, le laisser chez soi et que quelqu'un vienne du coup s'en occuper, l'emmener dans une pension? Qu'est-ce qu'il faut faire avec un chat quand on part en vacances 1 semaine, 3 jours? Alors, ça dépend. Toujours ce fameux « ça dépend ». Parce qu'il y a des chats qui vont très bien vivre le transport, le fait d'être amenés à droite à gauche, qui vont aimer
explorer des nouveaux espaces, tout ça. Donc ça, c'est un peu, on ne peut le savoir que en essayant, en fin de compte. Donc ça peut être ok. Par exemple, ça peut être, je l'emmène, c'est que 3 jours, mais j'y vais hyper souvent. Par exemple, si tous les week-ends, je vais chez mes parents ou dans une maison de vacances, c'est toujours le même espace, il est habitué au trajet, il connaît à force, il est vraiment habitué aux 2 endroits, donc c'est ok. Si on voit vraiment que le chat il est prostré tout le temps, c'est compliqué. Les pensions, pareil, ça dépend. Est-ce que le chat s'y adapte bien? On peut tester une fois. Et... De toute façon, sans tester, on peut pas savoir. Mais après, c'est vraiment de dire, ok, j'adapte. Est-ce que ça lui convient ou pas? Moi, pendant le temps, donc quand j'avais mes 3 chats, clairement, j'avais surtout Poupou qui était pas du tout à l'aise, quoi, ailleurs, très craintif. On faisait toujours venir une cat-sitter. Et ils étaient tranquilles, ils étaient tous les 3, ils avaient leur repère, leur chez eux, donc ça allait. Là, par exemple, depuis qu'il y a Willow, on s'est dit, hop, on l'amène, on les amène tous les 2 avec nous. Au début, Chifou était un peu... il avait l'air pas trop à l'aise, même dans la voiture, il était pas à l'aise. Maintenant, il miaule que quand on le met dans le sac de transport, et une fois qu'il est dans la voiture, il est tranquille et il roupille tout le trajet, quoi. Donc ça dépend. Après, ça dépend aussi, effectivement, si on change de lieu de vacances, est-ce que on part que 3 jours, qu'une semaine? Donc vraiment 3 jours, je me dis, non, ça vaut pas le coup. Par exemple, hop, j'ai un week-end à faire pour le boulot dans le sud de la France. Je vais pas l'amener parce que ça va faire trop pour pas grand-chose sur place, quoi. Et puis pareil, si sur place, on sait qu'il a besoin de 3-4 jours, une semaine pour se détendre, c'est mieux de rester au moins 2 semaines ou 3 semaines, parce que sinon c'est ok, juste au moment où il est détendu, on repart dans les transports, il y a des chats qui vomissent, qui se font dessus tellement ils ont peur, donc voilà, ça c'est des signes où on se dit, bon, clairement, il apprécie pas l'expérience, quoi. Donc il faut toujours observer son chat, s'adapter à son chat. Et quand nos chats nous rapportent des proies, est-ce que ça veut dire qu'ils nous font des offrandes? Oui, car nous sommes leur dû. Avec beaucoup d'ironie, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'ironie. J'y crois pas du tout au cadeau, moi, j'y crois pas du tout. Et en fait, les chats, même quand ils chassent dans la nature, souvent, ils chassent une proie, ils la mangent pas spécialement sur place. Ils vont souvent ramener la proie, et c'est souvent d'ailleurs près de leur maison, quand ils ont leur maison, mais même les chats, on va dire errants, ils ont une aire d'alimentation, on va appeler ça l'aire d'alimentation. Donc pour les chats qui vivent en maison ou quoi, souvent c'est je ramène là où je mange, hein. Donc je le ramène à la maison ou dans le garage ou sur la terrasse ou voilà. Donc c'est plutôt un comportement instinctif naturel et pas un cadeau. Je vois pas pourquoi il nous ferait un cadeau. Alors il y a eu plein d'hypothèses. Est-ce que c'est pour nous dire t'as vu comme je suis un bon chasseur pour être complimenté? Mais perso, je ne crois pas 2 secondes que le chat ait besoin de ça pour être heureux. Comme nous, on a besoin de cette reconnaissance. Et t'as vu, j'ai fait du bon travail. Je pense que le chat, il s'en fout royalement. Donc, je pense pas que ce soit ça. Et voilà. Et je pense pas que ce soit un cadeau. Je pense pas que ce soit pour nous enseigner la chasse, parce qu'on disait, oui, la maman chat ramène des proies, c'est petit. Je pense que le chat n'est pas du tout stupide et qu'il sait très bien que qu'on n'est pas un chat, qu'on marche pas pareil, que voilà. Donc, pourquoi il voudrait nous apprendre à chasser une souris? Depuis le temps, il aurait bien vu qu'on n'en mange pas et qu'on court pas dans le jardin pour chasser les souris, donc pourquoi il continuerait pendant 15-17 ans de vie? Donc, j'adhère pas du tout à la théorie du cadeau. Par contre, oui, je ramène ma proie dans l'aire d'alimentation, et puis souvent le chat, soit il chasse, il mange, soit voilà, il joue avec, il mange plus tard. Enfin, donc on pourrait aussi dire, voilà, il se la ramène soit parce que c'est un réflexe, soit en se disant je me la croquerai plus tard, quoi. Enfin, plus tard, pas non plus. S'ils en ramènent une, faut la laisser. On peut l'enlever quand même. On n'est pas obligé de s'infliger ça. Ce que je dis souvent aussi, c'est que il aura d'autres occasions de chasser, comme il a plein d'occasions de rater sa proie. Donc souvent, si on voit qu'on peut sauver la souris ou l'oiseau, on peut le faire. Oui, non, mais franchement, c'est humain aussi. On peut pas aller contre notre nature tout le temps. Et il aura d'autres occasions. Mais ça peut être frustrant pour lui. Par exemple, le chat apporte une souris, un mulot. Nous, on voit qu'il est encore en vie et qu'on peut le sauver. On fait tout pour le sauver. Le chat, il est complètement omnubilé par le truc, donc il lâche pas l'affaire.
Encore une fois, faire vraiment attention, apprendre à connaître son chat. Parce que si, quand on enlève la souris, le chat devient complètement hystéro, Ouais. bon, il faudrait pas se prendre faut pas se prendre un coup. Enfin voilà, ce serait risqué parce qu'il peut switcher aussi, être dans un autre monde et vouloir, vouloir griffer, mordre. Donc, faut faire attention à son chat. Mais sinon, voilà, il y en a d'autres. On peut aussi attendre qu'ils partent, qu'ils tournent la tête 2 secondes. On prend une pelle. Si la proie est morte, voilà, on l'enlève ou on l'enterre. Et puis, si elle est vivante, on fait fuir son chat. Oui, il nous en voudra peut-être un peu. Je crois pas qu'il nous en voudra. Il sera peut-être un peu frustré, mais il aura plein d'autres occasions. C'est pas comme si sa survie dépendait de ça. Et en tout cas, sur un chat qui vit dans une maison, s'il a bien ses croquettes en libre service, voilà, et on sait qu'on lui retire pas une nourriture de la bouche aussi. Oui, c'est un plus. Voilà, c'est le plus. On peut dire bon, c'est pas cool, mais il y a plein de fois où je te vois pas les manger ou les tuer et ça passe quoi. Donc, on n'est pas obligé de s'infliger un film d'horreur. Je sais que pour moi, ce sera un film d'horreur. Et tu parles des croquettes. La pâtée est importante aussi. Ouais. Parce que tu as fait une formation, plusieurs d'ailleurs, sur l'alimentation. Oui. Donc, est-ce que tu peux brièvement nous parler de l'alimentation? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire? Croquettes du coup à volonté. Est-ce que en chat d'appartement c'est adapté? Il y a toujours plein de choses à adapter. Alors, c'est vrai qu'entre à volonté et libre service, je sais que quand j'ai fait ma dernière formation avec le docteur Charlotte Deveau, elle est contre le terme à volonté. Et je comprends pourquoi, parce que ça implique de dire je laisse, ça pourrait dire il mange jusqu'à ce qu'il devienne obèse. En même temps, elle a beaucoup à faire à des cas comme ça, hein, donc ça se tient. Alors que le libre service, ça implique ok, j'ai mes croquettes et je vais me servir quand j'ai envie de manger. Donc moi, pour moi, les deux sont un peu entremêlés. Ça veut dire un peu la même chose, non? Ouais, pour moi, c'est un peu entremêlé dans le sens où, parce que sinon, dans le principe libre service, on dit voilà, il va manger, il a besoin de 45 grammes de croquettes, je lui mets 45 grammes, et puis quand il y en a plus, tant pis pour lui, il attendra demain. Et c'est là où c'est problématique. C'est pour ça que le à volonté, ça aide quand on a un chat qui a été trop longtemps rationné. Parfois, il faut vraiment faire du à volonté. C'est-à-dire là, dès qu'on voit le fond de la gamelle, il faut rajouter. Il faut vraiment que le chat arrive au stade où ils disent ma gamelle ne sera jamais vide, je ne manquerai jamais, donc j'ai plus besoin de m'inquiéter. Donc c'est vrai que c'est un moment où il y a une prise de poids, mais le rôle du comportementaliste, c'est d'abord, ok, on va apaiser le mental du chat pour après gérer la suite. Donc c'est un mélange pas facile parce que le chat a vraiment besoin de faire entre 10 et 15, voire 20 petits repas par jour. Donc, il faut qu'il puisse les faire, quoi. On peut pas, nous, aller lui apporter. Et puis, il a besoin d'être indépendant là-dessus aussi. Donc, c'est vrai que quand on a ces problèmes-là, c'est mieux d'être accompagné. Après, il faut donner les bonnes croquettes. Si c'est un chat qui prend du poids, on donne des croquettes hypocaloriques. Moi, je trouve que le combo gagnant, c'est on met les croquettes dans une gamelle ludique. Tous les chats en appart devraient avoir une gamelle ludique. Même en maison, je trouve. Mais en maison, c'est pas pareil, mais en appart, gamelle ludique parce qu'il va manger moins vite. Il va attraper ses croquettes une par une et pas les gober 5 par 5. Donc ça, c'est mieux. Moi, je recommande toujours en hauteur. Même une table basse, c'est déjà ça de prix. C'est mettre la gamelle en hauteur? Ouais. Ça lui fait faire de l'exercice. Donc, c'est toujours un exercice en plus, 15 fois par jour. Hop, il va monter sur la table. Donc, si on a un chat un petit peu patapouf, au moins, il va monter sur la table. Même si c'est une table basse, on lui rajoute une petite marche et tout, mais du coup, ça va lui faire de l'exercice. Ce qui est sympa aussi en hauteur, c'est qu'il va faire tomber une croquette par terre. Il va redescendre, manger la croquette qui est tombée par terre. Il va remonter pour en prendre une autre. Et donc ça, sur un chat d'intérieur, c'est de l'exercice en plus. On peut rajouter des courgettes cuites à l'eau aussi. À volonté. Ça va aider. Et vraiment, l'alimentation mixte, c'est vraiment bien parce que l'humide, on pense souvent, on dit, l'humide, ça va faire grossir. Or, à quantité égale, l'humide est beaucoup moins calorique que les croquettes. Il y a plus d'eau dedans? Ouais. Donc ça, on peut... Enfin voilà, moi j'ai souvent... faut faire du mixte, quoi. Humide et croquettes. Comme ça, les croquettes en journée, il se sert comme il veut. Et puis, par exemple, le matin, le soir, hop, il y a de la pâtée. Ou après, il y a des gamelles avec des trucs réfrigérants. On peut mettre... Quand on veut donner que de l'humide, parce que ça aussi, on peut faire perdre du poids à un chat en donnant que de l'humide. Il y a des gamelles
qui ont plusieurs compartiments et Mhm. c'est réfrigéré. Je crois que c'est chez Ah oui. Catit qui font ça. Ah oui, ok. Pour que ça reste et Pour que ça ok. s'abîme pas. Ça C'est s'abîme. pour éviter que ça dégrade trop la nourriture, quoi. D'accord. Sinon, je suis pas fan des gamelles automatiques, justement. Ok. Là, c'est vraiment celle-ci parce qu'elle a cette fonction particulière. Les distributeurs de croquettes, Oui, tu veux voilà, les dire? distributeurs de croquettes qui Ok. délivrent une petite quantité, il y a de grandes chances de vivre avec un chat qui reste planté devant sa gamelle toute la journée. Ou qui deviennent fous quand il entend les croquettes Ouais, tomber. voilà. Donc c'est pas bon pour son mental. Et ça coûte super cher en Et en plus. plus, ça coûte super cher. Alors qu'un plateau d'activité ou gamelle ludique, enfin voilà, bah, ça coûte pas très cher et franchement, Bah ouais. c'est super sympa. Ça le stimule mentalement, ça va le stimuler physiquement si Mm. en plus on le met en hauteur. Enfin, Ouais, ouais. donc ouais. Hyper important. Et Ouais. gamelles ludiques, donc qu'on explique aussi aux personnes qui ne connaissent pas les gamelles ludiques, c'est là où il y a des petites, des petits jeux en fait à l'intérieur. Oui, Il faut qu'ils le poussent pour accéder à la voilà. croquette ou alors Ou ça avoir va être des petits tunnels, il va passer la ouais, patte dans les tunnels ou dans les petits verres pour sortir les croquettes. voilà. Il y a des petits picots, enfin voilà. Ils sont obligés de faire un effort pour pouvoir Oui, avoir la croquette, quoi. ouais. Alors Marion, j'ai eu des questions sur ma communauté qui te sont destinées. J'ai une question, une première question de Julie. Mon chat boit avec sa patte. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, elle m'a expliqué du coup que son chat fait comme ça tout le Ouais. temps pour boire et il ne boit pas forcément directement la gamelle. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Déjà, il boit, donc ça c'est bien. Ok. Il y a vraiment pas mal de chats qui aiment bien remuer leur bol d'eau. Ok. Alors, on pense que c'est aussi quand même que le chat aime bien l'eau qui est fraîchement oxygénée, donc Mhm. l'avoir en mouvement. Des fois, ça va être aussi pour, enfin, c'est ce qu'on dit, on sait jamais, on a encore plein de mystères. Est-ce que c'est pour enlever des impuretés dans l'eau, des trucs, mais bon, en même temps, il y a des chats qui font ça dans des flaques d'eau qui ont pas Ouais. l'air propres du tout. Donc, est-ce que c'est plutôt ce côté, voilà, oxygéné? Willow, ma petite chatte, fait ça des fois. Elle prend aussi, elle lèche ses coussinets. Ok. Tant qu'elle boit, je veux dire, c'est pas un problème. Après, le problème, c'est que ça en est partout, souvent à côté. Et là, la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre une petite serviette pour éviter d'abîmer le sol. Mais voilà. Le parquet, quoi. Ouais. Après, ça peut être la fontaine à eau aussi, qui va être stimulante, quoi. Bon, on a une invitée, Scotty, qui s'est réveillée et qui est avec nous sur le canapé. Et pour les gamelles, alors j'ai entendu dire qu'il fallait des gamelles assez larges pour les moustaches, parce que si elles sont trop petites, le chat il va pas boire. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai j'entends ça de plus en plus. Ah, par exemple, je l'avais pas appris à l'école, mais on continue toujours d'apprendre. Il y a de plus en plus d'études qui sortent. Et donc c'est vrai que les moustaches sont des capteurs, des récepteurs hyper sensibles. Mhm. Donc c'est vrai que si le contenant est trop serré, ça touche. Ok. Donc ça peut Ça aussi peut lui gêner. envoyer un message de entre guillemets il y a pas de place, c'est trop Ok. serré ou quoi. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il ait plus d'espace. Après, ces vibrisses, elles vont toucher parce qu'il a aussi des vibrisses à d'autres endroits, le chat. Mais encore une fois, ça dépend aussi de plein de situations parce que par exemple, moi, je vais recommander pour qu'un chat boive, pour l'inciter à boire, c'est de mettre plein de points d'eau dans la maison. Et parfois, le chat va s'éclater à boire. En tout cas, chez moi, c'est ça. Ils boivent dans un petit verre. Hein. Et il enfonce la tête jusqu'au fond du verre pour avoir les dernières gouttes et ça a pas l'air de déranger ses moustaches. Ok. Donc parfois voilà, j'ai ça va être une tasse à café, ça a l'air d'être plus marrant. J'aime bien imaginer qu'ils trouvent ça marrant de boire dans un verre plutôt que dans leur bol d'eau tradit. Deuxième question, j'ai une question de Margot qui demande pourquoi mon chat gratte les meubles, la litière, les portes, comme s'il était dans sa litière. Enfin, il gratte tout, Ouais. comme s'il était dans sa litière. Est-ce que c'est un signe de stress ou autre? Ça peut être un signe de stress si c'est beaucoup, si c'est hyper intense. Okay. Parce que sinon, le frottement, c'est ce que je disais un peu par rapport à la litière, si la litière est fermée, il va pouvoir, il peut se dire, faut que je rajoute mon marquage partout, parce qu'il va déposer donc des sécrétions odorantes. Et ça aussi, ça fait partie du marquage, le frottement, les griffades. Le frottement, ça va être aussi avec les joues, tout ça. Mais donc, frotter, il y a des chats qui vont frotter aussi autour de leur gamelle pour... ça, c'est un peu aussi... je rajoute... je marque l'espace, quoi. Et selon le support, s'il y a des odeurs particulières dessus, il y a des chats qui vont frotter. Après, moi, je n'exclus pas aussi qu'il y a des chats qui aiment la matière. Enfin, la sensation, parce qu'ils sont
Le sens du toucher est très très développé aussi chez le chat. Donc moi, j'exclus pas du tout que j'aime faire ça sur la vitre ou sur la baignoire parce que j'aime le contact. Mais peut-être que dans la baignoire, ça a été lavé à la javel, donc il va frotter pour pas parce qu'il aime l'odeur, mais parce que ça le dérange, donc ça l'insécurise. Donc ok, je frotte pour mettre mes odeurs à moi, donc ça dépend en fait. Si c'est vraiment beaucoup, ça peut être un signe de stress. Et du coup, ça veut dire qu'il faut regarder un peu tout dans l'environnement pour dire qu'est-ce qui peut générer du stress et donc qu'est-ce que je peux enlever, adapter pour il ressente moins le besoin de faire ça. Ou appeler un comportementaliste qui pourra justement étudier le cas. Exactement. Exactement. Qui aura l'œil tout de suite. Et oui. On a une autre question. À chaque fois qu'une amie vient chez moi, mon chat fait pipi sur le lit. Est-ce qu'il se venge? Le chat ne se venge pas. Par contre, le chat est très sensible. Et ça arrive souvent. Les pipis quand il y a des invités, parce que quand c'est pas l'odeur de son humain, quand c'est pas l'odeur de son environnement, forcément, ça peut être insécurisant. Si le chat est en plus très sensible là-dessus, il va dire c'est une odeur que je connais pas, donc je mets mon odeur par-dessus. Avec le pipi. Avec le pipi, parce que les chats sont apaisés par l'odeur de leurs urines. C'est une odeur rassurante pour eux. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est pas dégoûtant, mais c'est pour ça que j'ai la litière, s'il y en a trop, c'est pas top non plus. Mais les pipis, surtout sur les surfaces qui s'imbibent bien, il y a ce côté réconfort. D'accord. Et donc ça peut être l'odeur de cette personne ou de son parfum ou d'un parfum qui est dans la valise, ou enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ça veut pas dire la personne pue. Des fois ça peut être un parfum particulier dessus qui l'insécurise, ou ça peut être aussi comme ça chamboule sa routine, le fait d'avoir une amie qui dort, ça chamboule la routine, bah il va aller se sécuriser là où cet intrus, entre guillemets, l'objet de la perturbation de sa routine, il va aller faire son pipi dessus pour s'apaiser dessus. Mais c'est pas de la vengeance. Et dernière question sélectionnée, c'est celle de Sophie, qui dit « Mon chat est habitué au jardin, mais je déménage en appartement avec un balcon. Comment je peux l'aider à bien vivre ce changement ?» Et oui, ça c'est pas évident quand le chat est habitué. Après, ça dépend aussi de son âge. C'est vrai que plus longtemps il est habitué à aller dehors, plus ça peut être long de l'habituer à être en appart. Déjà, il y a un balcon, donc c'est chouette. Je recommande 1000 fois les services de protection pour chats. Ils sont géniaux pour protéger les fenêtres, les balcons et tout. Enfin, je trouve que c'est l'investissement qu'il faut faire absolument. Donc le grillage autour du balcon pour éviter qu'il y ait des accidents. Ils font ça vraiment hyper bien. C'est super discret. C'est trop bien. Et au moins, on sait qu'on va pouvoir laisser le chat aller sur le balcon sans être derrière lui, comme ça, se dire est-ce qu'il va tomber au moindre truc de travers. Dès qu'il va lever la patte, on va faire ça. Et ça génère aussi du stress pour le chat. Donc pour l'humain, pour le chat, donc c'est pas cool. Franchement, faire sécuriser les fenêtres, les balcons, c'est un investissement. On n'en a pas parlé au début. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment le truc qu'il faut absolument faire. C'est génial. Et puis ça évite beaucoup d'accidents. Ouais. Et voilà. Après, il faut un peu de temps pour. Il faut vraiment aménager à fond l'intérieur. Faut pas lésiner. S'il aimait grimper aux arbres, il faut lui mettre des points hauts. Faut vraiment pas lésiner. Lui mettre plein de jouets, varier les jouets. Lire Toilette de chat, notre livre qui est sorti en mars, il y a toute une partie là-dessus. Il y a tout un chapitre qui s'appelle Into the Wild où on parle du chat qui passe d'un appartement à une maison avec jardin et puis l'inverse. Voilà. Je dis on parce que donc je l'ai coécrit avec mon ami et collègue Delphine Oulès. Donc voilà, dans Toilette de chat, on aborde ce sujet-là. Donc Sophie, il faudra te procurer ce livre. Est-ce que tu aurais 3 conseils essentiels pour toute personne qui vit avec un chat? Apprendre à apprendre son langage, apprendre à lire les signaux, le corps, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand les oreilles sont comme ci, comme ça, la queue, enfin... Ouais, ça. Ne surtout pas punir son chat. Ne jamais punir un chat. C'est toujours contre-productif. À terme, on empire les situations, donc vraiment, ne jamais le punir. Ah, j'ai dit apprendre à lire, mais ouais, respecter vraiment ses instincts pour vraiment du coup aménager l'intérieur de sorte à ce qu'il puisse vraiment s'exprimer le mieux possible, le plus possible en tant que félin. Quelle idée reçue tu aimerais déconstruire? Plein. Il y en a plein.
Bah, on en a un peu parlé au début, enfin j'en ai un peu parlé avec les chats de race, chats de gouttière. C'est pas parce que c'est un chat de race qu'il n'a pas les mêmes besoins qu'un chat de gouttière, et il aura les mêmes besoins. Moi j'ai que eu des cas en consulte de chats de race qui étaient hyper péchus, hyper dynamiques, qui allaient dehors, qui allaient dans le jardin, enfin ouais, donc c'est pas un chat de race n'est pas un chat de canapé. Voilà. Dans les idées aussi dans le genre, dont on a pu parler, comment on choisit un chat, non, les mâles ne font pas plus de marquage urinaire que les femelles font du marquage urinaire. Je disais aussi, là je fais une formation donc pour des éleveurs, j'ai des éleveurs qui me disent, j'ai 2 mâles donc entiers qui font pas de marquage, et j'ai des chattes qui n'arrêtent pas et qui marquent partout. Donc c'est une femelle, ça peut faire du marquage urinaire, c'est pas voilà. C'est pas que les mâles. C'est pas que les mâles. Les femelles ne sont pas plus câlines que les mâles aussi. Les chattes tortilles n'ont pas mauvais caractère. Enfin, tout ce qu'on va dire sur il faut pas prendre un chat de telle couleur, ou non, c'est du feeling, parce que je trouve ça trop dommage quand on se prive d'adoption pour des idées pareilles, alors qu'en tant qu'humain on supporte pas ça. Et d'ailleurs, il y a une personne récemment qui m'a dit, ce serait comme dire qu'une voiture rouge va plus vite qu'une voiture noire. Oui. J'ai trouvé ça encore plus parlant que dire qu'une femme blonde est plus bête qu'une brune ou quoi. J'ai trouvé le coup de la voiture, je dis ouais, c'est exactement ça, quoi. Donc non, c'est un chat. Un individu. Mais oui, à part entière. À part entière. Ouais. Chaque être est différent. Exactement. Quel message tu aimerais faire passer aujourd'hui à toutes les personnes qui nous écoutent? Bah, je crois qu'on a bien dit que chaque chat, c'est un peu ma petite phrase, que chaque chat est unique, et chaque relation qui se tisse entre nous l'est tout autant. Et c'est vraiment ça. Et donc c'est Bah oui. Prendre le temps avec chaque chat, en fait, d'apprendre à bien connaître son chat, d'être patient et d'être à l'écoute, et puis de respecter le consentement avec son chat. Très important. Et dernière question, celle que j'ai l'habitude de poser à chaque fin d'épisode. Quelle personne tu aimerais entendre derrière le micro d'Allo Pets? Et ben, comme je suis fan de nutrition féline, j'adorerais encore entendre Charlotte Deveau et Pauline Tessier, donc qui étaient mes profs sur la formation, avec un clin d'œil à Pauline, parce que j'ai encore plein d'autres questions, Pauline. Pendant la formation, j'avais l'impression d'être la seule à avoir des tonnes de questions, et j'en ai encore, donc je serais ravie de les entendre au micro, parce que je trouve que l'alimentation c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, et en ayant fait la formation de Charles Deveau, je comprends que les gens soient perdus. J'ai appris énormément, et je pense qu'il y aurait plein de choses à apprendre sur le sans céréales, le marketing, tout ce qu'on nous fait gober comme bêtises. Et dans lesquelles on est tombé aussi. Hein. Ah oui, complètement. Donc ouais, j'adorerais... Ok. Voilà. Déjà, je suis en train de le lire, le livre. Je l'ai presque fini, de Charlotte Deveau et Pauline, qui est juste là. Ouais. Donc qui est vraiment chouette, et vulgarisation du langage aussi, parce que c'est compliqué, tous ces mots, donc quand on n'a pas fait d'études scientifiques, c'est bien vulgarisé, et on comprend l'essentiel de la nutrition. Donc c'est sans question sur l'alimentation du chien et du chat. Exactement. Aux éditions Poulot. Voilà. Oui. Exactement. Vraiment, elle explique trop bien, et c'est vraiment ce que j'aime. C'est ce que j'aime faire aussi, vulgariser le sujet, et elles le font très très bien, toutes les deux aussi. Ouais. On aurait pu continuer encore des heures, Marion. Je suis aussi très heureuse d'avoir parlé chat aujourd'hui, puisque je vis avec ma Scotty qui est passée plusieurs fois derrière nous. Elle est belle. Merci pour elle. Et j'étais ravie, j'ai passé un excellent moment avec toi. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. J'ai passé un trop bon moment avec toi. Pareil, merci. J'espère que cet épisode avec Marion t'aura appris autant qu'à moi. N'hésite pas à la suivre sur les réseaux sociaux pour en apprendre encore plus sur nos poilus. Et comme toujours, je suis là, sur Instagram, si vous voulez papoter ou partager vos expériences avec moi. D'ailleurs, on me souffle à l'oreillette qu'un livre de Marion sera bientôt à remporter sur Insta. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je vous dis à très vite sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.